Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo d'initiation au logiciel MATLAB. Nous allons voir quelques bases pour une prise en main rapide. MATLAB est un logiciel développé par la société MathWorks, une société américaine. C'est un logiciel de calcul numérique qui est assez généraliste parce qu'il est utilisable dans de nombreux domaines scientifiques et de l'ingénierie, et il est particulièrement utilisé en automatique, donc c'est pour cela que nous le présentons pour cette chaîne. C'est un logiciel multiplateforme, et donc il peut être installé sur des OS tels que Windows, Linux, macOS. C'est un logiciel commercial, assez onéreux tout de même, mais il existe des alternatives à ce logiciel si vous vouliez utiliser des solutions plus libres. Donc il existe par exemple Scilab qui est assez similaire, mais la syntaxe est quand même différente, et Octave qui lui par contre est très proche, pour ne pas dire identique. Par ailleurs, MATLAB développe également ce qu'on appelle des toolbox, donc ce sont des librairies qui proposent des fonctionnalités supplémentaires et souvent liées par exemple à différentes disciplines plus spécifiques. C'est un logiciel qui est également très utilisé à la fois dans le milieu industriel et dans le milieu académique. Donc nous allons d'abord regarder l'interface de ce logiciel. Donc on retrouve sur la partie haute des menus avec des accès rapides à différentes fonctionnalités. Donc ce sont des choses assez classiques. Ensuite, au milieu, nous avons la commande Windows. C'est ici que l'on passera le plus clair du temps, où on pourra donner des instructions au logiciel. On a une fenêtre Workspace qui va montrer, lister les variables qui ont été définies. Et ici, on a un explorateur de fichiers qui permet d'accéder à des fichiers que l'on pourrait utiliser dans le logiciel. Toute l'interface peut être modifiée comme on veut. Il y a un système de docking. Donc, par exemple, je peux prendre une fenêtre et venir la déplacer ailleurs pour soit avoir une fenêtre plus grande, soit avoir plusieurs informations en parallèle. Donc, moi, je vais garder ce principe. On peut également les minimiser. Là aussi, pour gagner de la place. Donc, moi, je vais le garder. Et bon, comme je le disais, on va essentiellement travailler sur la partie commande Windows. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on va démarrer avec quelques calculs simples. Donc ici, on a ce qu'on appelle un prompteur qui attend des instructions. Et on peut faire déjà des calculs très simples, hein, comme une calculatrice. Donc par exemple, 4 plus 2, et je tape Entrée pour valider la commande. Donc là, il m'a fait le calcul. Et il y a ici un ANS qui signifie, c'est le diminutif de answer, donc pour la réponse. Je peux faire des calculs également avec des nombres complexes. Donc pour cela, je prends un exemple avec 5 fois 1 plus 2i. Et i est connu comme le nombre complexe, donc on peut l'utiliser directement. Et là, on a fait un calcul dans ce domaine. Si je fais i au carré, on va avoir bien sûr moins 1. Donc si on fait une erreur de syntaxe, donc par exemple là je fais 2 fois multiplier par erreur pour pouvoir faire 4 fois 5. Donc quand j'appuie sur Entrée, là il y a un texte en rouge qui me signifie que j'ai fait une erreur et donc il ne peut pas faire l'opération. Il y a également certains nombres qui sont prédéfinis comme le nombre pi, où il suffit d'écrire pi. Donc ensuite nous pouvons définir des variables. Donc pour cela on donne un nom à une certaine variable, donc par exemple a, et je lui affecte une valeur. Il n'y a pas besoin de donner un type ou de déclarer la variable. MATLAB peut gérer cela à la volée, et donc on définit en même temps qu'on déclare la variable, on la définit avec une certaine valeur, donc ici 3. Donc là, il a affecté la valeur a à 3, et on retrouve dans le workspace l'apparition de cette variable avec sa valeur. Et donc à partir de là, on peut faire les calculs normalement en utilisant a comme variable. Je peux également définir par exemple une deuxième variable b, que je vais prendre égale à 2. Donc je vais mettre un point virgule ici, et lorsqu'on met un point virgule, ça dit à MATLAB de ne pas afficher l'écho, c'est-à-dire ne pas afficher le résultat. Donc là, si j'appuie sur Entrée, il n'affiche rien, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas fait le calcul. Le calcul a été effectivement fait, puisqu'on peut voir apparaître la variable b ici, avec sa valeur 2. C'est simplement pour limiter l'affichage et ne pas avoir une commande window avec un petit peu trop d'informations dedans.
Donc là, c'est pareil, si j'utilise une variable C, mais que je ne l'ai pas définie, ben, MATLAB va me dire qu'il y a une erreur et qu'il ne reconnaît pas cette variable ou fonction. Donc pour connaître les variables qui ont été définies, bon, on peut regarder dans l'encadré Workspace, où on a la liste de ces variables. On peut faire également dans la commande window taper WHO, qui permet de les lister, ainsi que le type de variable et leur dimension. On peut faire clear B pour en effacer une, ou alors clear tout court pour effacer toutes les variables. Nous avons fait quelques petits calculs avec des nombres. On peut également définir des vecteurs. Donc un vecteur va être défini à partir de 2 crochets. Donc si j'appelle un premier vecteur V et que je définis entre crochets ses composantes, donc par exemple 4, 2, 5. Voilà, donc là j'ai un vecteur avec 3 éléments, 4, 2, 5, que j'ai séparé par un espace. J'aurais pu mettre une virgule, ça fait la même chose. J'obtiens un vecteur ligne. Si je refais la même chose, donc par exemple, je vais appeler un deuxième vecteur W avec un séparateur de type point-virgule, donc on va prendre par exemple 6, 3 et 5. Voilà, là ça me définit un vecteur colonne. Donc le séparateur espace ou virgule permet de faire un déplacement selon les lignes, et un point-virgule fait un retour de la ligne, un déplacement selon les colonnes, pardon, et un point-virgule permet de faire un déplacement selon les lignes, on revient à la ligne. Donc une fois qu'on a défini un vecteur, on peut accéder à ces éléments. Donc par exemple, je peux faire V entre parenthèses 2 pour voir le deuxième élément du vecteur, qui est donc qui est ici 2. Je peux faire V de 1, donc qui est le premier élément, 4. Donc à la différence de certains langages de programmation, le premier élément n'est pas indexé à 0, mais il commence à 1. Donc pas commencer par exemple où le premier élément démarre à 0. Ici on commence à 1 et on peut également sélectionner le dernier élément d'un vecteur ou d'un tableau en spécifiant le mot-clé end. Et donc là il donne le dernier, sachant que V, voilà, je le rappelle, il est égal à ceci. On peut également connaître la longueur d'un vecteur en utilisant la fonction length. Si maintenant on souhaite faire une opération sur 2 vecteurs, il faut déjà s'assurer que les dimensions soient compatibles. Donc par exemple, je ne peux pas faire normalement directement la somme des 2 vecteurs V et W, puisque V est un vecteur ligne, donc il s'écrit dans ce sens avec 3 éléments, tandis que W est un vecteur colonne. Donc comme ceci, les dimensions ne sont pas compatibles pour faire une opération. Donc si je voulais faire une opération entre les deux, il faudrait que je prenne le transposé de W, ce qui me permettrait alors d'avoir un vecteur ligne. Et donc là, je peux faire la somme. Donc c'est ce que nous allons faire. L'opérateur transposé est l'apostrophe. Donc je peux faire V plus W transpose. Et là, je peux avoir donc la somme de V plus W. Alors en fait, ici, MATLAB, si on ne fait pas ce transposé, ça va fonctionner parce qu'il va faire une opération différente. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Là, on voit apparaître une matrice. Donc dans ce cas-là, on a donc W qui est le vecteur colonne, V qui est le vecteur ligne, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer la matrice en faisant la somme de chaque élément terme à terme. Donc le premier élément avec le premier élément, ensuite le premier élément avec le second élément, et ainsi de suite. Et il va reconstituer toute la matrice en composant chacun des... l'addition sur chacune de ces... des composants des différents vecteurs. Si on a besoin de générer des vecteurs de plus grande taille, alors il est possible d'utiliser une certaine syntaxe. Donc cette syntaxe s'exprime avec l'opérateur de points. Donc si je veux définir par exemple un vecteur V qui va avoir partir d'une valeur initiale, donc ça c'est la valeur du premier élément, on va mettre 2 points, définir un pas d'avancement, et ensuite le dernier élément du vecteur. Voilà, et avec cette syntaxe, on peut générer un vecteur de taille très grande, arbitrairement grande. Donc par exemple, je peux générer un vecteur V qui va démarrer
à 0, avancer avec un pas de 2 pour aller jusqu'à 10. Donc ça me fait ce vecteur avec les chiffres donc pairs de 0 à 10. Je peux également aller dans le sens inverse, donc je peux partir par exemple de 1 et aller par pas de moins 0,1 jusqu'à 0. Voilà, et donc ça me fait 11 valeurs allant de 1 à 0 en reculant en décrémentant avec un pas de 0,1. Donc ça c'est pratique pour calculer, pour calculer et tracer des fonctions. Je peux imaginer définir t le temps qui va de 0 à 10 par pas de 0,1. Voilà, donc là il va y avoir beaucoup de valeurs. Tout le vecteur est affiché, donc c'est un vecteur ligne, il monte toutes les colonnes en revenant à la ligne. Donc là, on comprend l'idée de plutôt mettre un point-virgule pour éviter de tout afficher, parce que ce n'est pas forcément utile et intéressant. Donc là, on a défini un vecteur t, je peux voir sa taille, qui est donc de 101, il y a 101 éléments. Et si je veux calculer, par exemple, le sinus, la fonction sinus, je tape y égale sinus de t, prendre sinus de 2t. Voilà, donc là je vais mettre un point-virgule pour pas tout afficher, c'est pas très intéressant. Et là j'ai obtenu un vecteur qui est de taille 1 par 101, donc un vecteur ligne, dont chaque élément est le sinus avec un coefficient 2 du vecteur temps. Donc pour le tracer ensuite, il existe la fonction plot, on y reviendra un petit peu plus tard, qui prend en paramètre notamment les valeurs en abscisse t et les valeurs en ordonnée y. Donc on obtient cette courbe avec en abscisse t le temps, qui va de 0 à 10, et le sinus donc qui varie entre 1 et moins 1. De manière générale, on peut utiliser une aide en ligne avec help. Help qui permet d'avoir une information, donc une aide comme son nom l'indique, sur une fonction, donc par exemple sur la fonction sinus. Donc si je fais help sin, il va me donner pas mal d'informations. Il va me donner le nom de la fonction, un petit descriptif, la syntaxe, et il va lister les arguments d'entrée qu'on peut donner, les arguments de sortie. Bon, ça, sinus, on comprend bien son utilisation. Donc si par exemple je fais un help sur une autre fonction qui s'appelle roots, donc c'est ce qui permet de calculer les racines d'un polynôme, eh bien voilà, on a le nom de la fonction, son descriptif, et roots va calculer les racines du polynôme qu'on a passé en paramètre p, p étant un vecteur qui contient les coefficients du polynôme. Et R va donc être le retour de cette fonction qui donne la liste des racines de ce polynôme. En plus de help, on peut également utiliser docRoots, qui fournit la même aide, mais va ouvrir une autre page à côté, qui va être peut-être un peu plus lisible, et avec des liens hypertextes. Et enfin, si par exemple on ne connaît pas trop les noms de fonctions, on peut essayer de faire un look for, qui va lister des noms de fonctions qui se rapprochent de ce qu'on donne en argument. Donc par exemple, je ne sais pas comment s'écrit la fonction sinus, je fais look for sinus, et là il va lister les fonctions qu'il connaît. Alors il y en a plus ou moins de fonctions en fonction des toolbox qu'on a, donc des librairies qu'on a installées avec le logiciel, donc ça peut être plus ou moins riche comme retour, mais là voilà, on a la fonction sinus, sin. Autre exemple, je ne sais pas comment s'écrit, quelle est la syntaxe pour la fonction racine carrée. Donc on va faire look for sqr, qui est le début de square root pour le terme anglais. Et donc là, on voit que, effectivement, on peut calculer la racine carrée, calcule la racine carrée à partir de sqrt. Voilà. Et une autre aide qui peut être très intéressante, c'est de faire un help lfun. Lfun, c'est pour elementary function. Et là, ça liste pas mal de fonctions de base, de mathématiques de base qui peuvent être intéressantes. Donc là, on retrouve par exemple toutes les fonctions trigonométriques, les fonctions exponentielles et logarithmiques, les fonctions complexes et arrondies et restes.
Nous allons voir maintenant un des points forts de MATLAB, c'est sur le calcul matriciel. D'ailleurs, MATLAB signifie à la base Matrix Laboratory, donc laboratoire de matrices. Donc effectivement, on peut définir des matrices et faire beaucoup de calculs avec. Donc on va définir une première matrice et on va réutiliser la syntaxe qu'on avait avant. Donc par exemple, si je veux définir une matrice, on va dire 3, 3, on va le faire également entre crochets. Et on va écrire colonne par colonne les éléments. Donc par exemple 4, 2, 6. Ça va être la première ligne. Et ensuite, si je veux écrire la ligne suivante, on va écrire 5, moins 1, 0. Ligne suivante, 0, 0, 2, par exemple. Donc je fais entrer, et voilà ma matrice A, donc une matrice 3, 3. Si je veux accéder à un élément, comme tout à l'heure, on va mettre le nom de la variable et entre parenthèses. Et là, on sélectionne l'élément. Et comme c'est une matrice, on a besoin de deux arguments. L'argument en ligne, l'argument en colonne. Le premier argument, c'est toujours la ligne, et le second, le numéro de colonne. Donc ici, on a sélectionné l'argument de la deuxième ligne, troisième colonne, donc c'était 0. On peut également sélectionner non pas juste un élément, mais un ensemble d'éléments qu'on va là aussi spécifier au travers d'un vecteur. Donc par exemple, si je veux sélectionner les lignes 2 et 3, et on va faire pareil avec les colonnes 2 et 3, là on a sélectionné une sous-matrice, c'est la sous-matrice deuxième ligne, troisième ligne et deuxième colonne, troisième colonne, qui est ici. On a extrait une sous-matrice de la matrice A. On peut également spécifier ceci en mettant un 2 points. Et là, par exemple, je vais donner un numéro de colonne. Et ça veut dire qu'on va extraire. Donc, le 2 points signifie qu'on ne met pas de contrainte, on ne fait pas de sélection selon les lignes ici, puisqu'il est en premier argument. Et on sélectionne la deuxième colonne. Donc là, on extrait le vecteur deuxième colonne de A. On peut faire pareil en ligne. Donc, si je fais, par exemple, la troisième ligne, et je veux sélectionner toute la troisième ligne, on fait comme ceci avec 3,2 points. On peut définir des matrices particulières, comme la matrice identité. Donc c'est avec la fonction i, et elle prend en argument la taille de la matrice. Donc si on veut une matrice 4, 4, on fait i 4, et ça va donner la matrice identité de dimension 4 par 4. On peut faire une matrice de 1, avec toujours pareil un argument, donc par exemple nombre de lignes, nombre de colonnes, donc de 2 par 3. Pareil pour une matrice de 0. Et on peut également créer une matrice avec des valeurs aléatoires. L'instruction rand, et on va dire par exemple de 4 par 4, donc elle est carrée, et ça va générer une matrice avec des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Quelques fonctions utiles pour les matrices, donc c'est par exemple la fonction size, qui permet de renvoyer la dimension de la matrice, qui ici était 3 par 3. Donc si je fais size d'une matrice de 1 qui est 4 par 6, eh bien c'est une matrice effectivement qui fera de 4 lignes, 6 colonnes. On peut également calculer les valeurs propres de la matrice A avec EIG pour le eigenvalue. Donc là, la matrice a 3 valeurs propres. On peut calculer l'inverse de la matrice. Et beaucoup d'autres fonctions encore qu'on peut retrouver avec l'aide help matfun pour matrix function. Et donc là, on va pouvoir retrouver pas mal de choses, différentes fonctions liées aux matrices. Donc évidemment, on peut faire des opérations matricielles. Donc on va définir une deuxième matrice B qui est de taille différente. Donc c'est une matrice 3 par 2. Et je vais faire des opérations avec la matrice A. Donc évidemment, en particulier, par exemple, si on fait une multiplication ou même une addition, il faut que les dimensions soient compatibles. Donc si je regarde les dimensions, ma matrice A, elle est de taille 3 par 3. Ma matrice B, elle est de taille 3 par 2. Donc il est possible de faire A fois B, puisque le nombre de colonnes correspond au nombre de lignes de B, donc ça c'est possible. Par contre B fois A, ça on ne peut pas le faire,
parce que du coup, les dimensions ne sont pas compatibles. Et en faisant A fois B, il va en résulter donc une matrice 3 par 3 multipliée par une matrice 3 par 2, il va en résulter une matrice de taille 3 par 2. Voilà le résultat de ma multiplication. Tandis que si je fais B fois A, il renvoie une erreur et il dit qu'il y a un problème de dimension dans la multiplication. La manipulation des matrices peut être intéressante, par exemple pour résoudre un système linéaire. Donc si j'écris un système linéaire avec 3 inconnus et 3 équations, ceci que je peux réécrire sous forme matricielle avec une matrice qui comprend les coefficients du système d'équations. Donc là, j'ai un système d'équations de la forme AX égale B. Donc si ma matrice est inversible, donc ça je peux vérifier ça en regardant par exemple le déterminant, j'ai une unique solution qui est x égale A moins 1 fois B. On commence par définir notre matrice A, donc avec 2, 1, 0, 4, moins 3, 2, 1, 2, moins 1. Donc ça c'est notre matrice. Et on va définir notre second membre, B égale moins 5, 0, 1. Donc je peux regarder si le déterminant de A est différent de 0 pour s'assurer que la matrice n'est pas singulière. Ok, il est égal à 4. Et donc je peux trouver donc mon vecteur x, solution, qui sera égal à 1 de A, inverse de la matrice A, fois B. Et voilà mon vecteur de solution. Alors autre chose, on peut également utiliser la barre oblique pour le diviser. X égale A. Et comme là on fait une division, mais à gauche, il faut faire la barre oblique de l'autre côté. Donc là, on a B divisé par A, mais le A, il est divisé par la gauche. Et on retrouve bien sûr les mêmes valeurs. Il peut arriver parfois qu'on ait besoin de manipuler des vecteurs, mais sans faire d'opération vectorielle ou d'opération matricielle. Donc admettons, je souhaite calculer et tracer une fonction. Donc je souhaite tracer la fonction y de t égale exponentielle de moins t fois sinus de 2t. Donc là, a priori, il n'y a pas de difficulté particulière, mais en fait, il peut se poser un problème. C'est que donc je peux définir mon vecteur temps, comme on a vu tout à l'heure, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais d'abord calculer l'exponentielle et mon sinus. Donc si je calcule l'exponentielle, donc dans MATLAB, ça va être l'instruction exp de t. Ok, donc exp de t, ça va calculer un vecteur qui aura la même taille que t, mais avec l'exponentielle de chacun de ces éléments. Donc on va avoir exponentielle de 0. Alors oui, d'abord on va supposer que t est un vecteur qui va aller de 0 à 10 par pas de 0, 1. Voilà, donc on aura exponentielle de 0, un élément avec exponentielle de 0, un élément avec exponentielle de 0,1, puis exponentielle de 0,2, etc., de la même taille que t. Ensuite, je peux calculer le sinus de t. Donc là, c'est pareil, ça va créer un vecteur sinus de 0, sinus de 0,2, du coup, puisqu'on multiplie par 2, sinus de 0,4, etc. Donc là, j'ai calculé mes deux sous-fonctions, qui sont des vecteurs, puisqu'on applique une fonction à un vecteur. Et là, on va avoir un problème, c'est que quand je vais multiplier exponentielle moins t à sinus de t, je vais multiplier ces deux vecteurs. Et donc, il va y avoir un problème de dimension, parce qu'on ne peut pas les multiplier comme ça, même s'ils ont la même taille, et on ne peut pas les multiplier comme ça. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire une opération vectorielle, ce qu'on veut, c'est faire une opération de chaque terme. On appelle ça une opération terme à terme. Donc, je vais multiplier le exponentiel de 0 avec le sinus de 0, le exponentiel de 0,1 au sinus de 0,2, etc. En fait, ce que j'aimerais avoir, c'est ça. C'est exp de 0 fois sinus de 0, puis exp
de 0,1, sinus de 0,2, etc. Donc seulement combiner les termes et pas faire une opération vectorielle. Donc ça, c'est possible avec l'opérateur point. Donc définissons d'abord t. Alors une astuce, pour revenir dans des définitions précédentes, il suffit d'appuyer sur la touche O et on revient dans l'historique de nos commandes. Et on peut également, par exemple, si je tape T, cette première, il va revenir dans l'historique des commandes qui commence par T, ce qui fait un filtrage et permet d'aller plus vite. Donc là, je vais définir mon vecteur, et donc j'ai dit que j'allais de 0 à 10 par path 0,1, donc ça me va. Je garde ce vecteur temps, et ensuite je vais calculer mon Y. Donc Y va être égal à exponentielle de moins t multiplié par sinus de 2 fois t. Voilà. Donc là, on a un problème de multiplication de vecteurs. Et pour pouvoir faire l'opération terme à terme, pour dire à MATLAB de faire l'opération multipliée, mais terme à terme, on met un point juste devant la multipliée. Et là, il va effectivement faire... donc il a pu faire le calcul, et chaque terme est la multiplication des deux termes, des termes de même indice des vecteurs pour lesquels on a fait la multiplication. Et donc là, je peux tracer cette figure maintenant. Je fais t, y. Donc on a une exponentielle, un sinus amorti par l'exponentielle. Si on veut nettoyer l'écran, notre petite astuce, c'est de taper CLC, c'est pour nettoyer la commande window. Donc ça n'efface rien, ça n'efface pas de variable, ça fait juste remettre à zéro, réinitialiser l'écran de la commande window. Nous allons voir une dernière chose dans cette vidéo, c'est la représentation graphique en 2 dimensions. Donc on va voir juste quelques basiques, on ne va pas aller très loin. Donc nous avons vu que nous avions utilisé la fonction plot. Donc la fonction plot prenait 2 arguments. Plot, elle prenait l'argument des abscisses, donc x, des ordonnées y, et en fait on peut mettre également des options qu'il faut spécifier entre cotes, c'est-à-dire entre apostrophes. On va y revenir plus tard. Donc x, ça va être un vecteur. C'est le vecteur des abscisses. Y, le vecteur des ordonnées. Et option, ça va être de l'affichage. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le plot, il ne trace pas de façon magique une courbe par rapport à une fonction qu'on aurait définie. Par exemple, sinus, qu'on a tracé t et sinus de t. Il ne fait que tracer les couples de points des deux vecteurs définis par x et y. Donc par exemple, si je refais ma représentation graphique, donc on aura les points du vecteur x qui sont en abscisse. Donc admettons que x est composé de trois composantes, y de 3 composantes également. Il faut absolument qu'ils aient la même taille, sinon la fonction plot renvoie une erreur. Donc on va avoir un premier élément de x1, un premier élément x2 et le troisième élément de x3. Voilà. Et y, pareil, il va avoir 3 éléments. Donc par exemple, y1 qui serait ici, y2 qui serait là, et y3 par exemple ici. Bon, je fais un choix arbitraire. Donc ce que fait la fonction plot, c'est qu'elle va tracer un point à l'intersection de chaque composante x, chaque coordonnée x, y, de même indice. Donc là, il va tracer cette intersection, celle-ci et celle-ci. Donc en fait, c'est ce qu'il trace, c'est ce qu'il fait. Et par défaut, il relie ces points par des traits, pour avoir quelque chose de plus visuel. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc par exemple, si je définis, on va revenir avec t qui est égal, alors on va prendre des moins de valeur, qui va de 0 à 10 par pas de 1. Voilà, donc j'ai simplement 11 valeurs sur le temps, et je vais revenir avec mon sinus, donc sinus de 2 fois t. Je fais donc mon plot, donc t, y, et ce que je vais faire là, c'est que je vais, dans l'affichage, je vais spécifier que je veux, donc pas de trait, juste un marqueur de type astérix, donc marqueur pour, à l'intersection de chaque point, pas de trait au milieu, et je le veux rouge par exemple. Donc R comme red.
Donc voilà ce qui me trace. Alors là, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un sinus, effectivement, mais c'est parce que j'ai pas mis beaucoup de points. Donc là, on voit bien qu'il trace que les couples de valeurs entre entre le vecteur t et le vecteur y. Donc là, ça ressemble pas à grand-chose, parce que il n'y a pas beaucoup de valeurs, et en plus, il n'y a pas de trait qui les relie. Donc si je rajoute un trait continu entre chaque point, voilà ce que ça me donne. Voilà donc le tracé. Il a relié chaque point par un trait. Donc c'est pas très joli et saccadé parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de points. Si je rajoute plusieurs points, donc je vais en rajouter par exemple tous les 0,5. Donc on va rajouter 2 fois plus. Il faut, là, je ne peux pas, là, Y, il n'a pas été mis à jour, hein. Là, si je regarde les longueurs, donc T, il est un peu plus grand. T est un peu plus grand parce que j'ai rajouté des points, mais je n'ai pas recalculé Y. Y a toujours l'ancienne valeur. Donc si je fais la longueur de Y, mais il a toujours que 11 valeurs. Il faut que je me remette à jour son calcul. Donc je refais Y égale sinus de 2 fois T. Je fais le plot. Bon, c'est un tout petit peu mieux, mais pas génial. Donc si maintenant j'en rajoute beaucoup plus, comme tout à l'heure, donc on va dire 0,1, par pas de 0,1, je recalcule mon Y. Le nombre de points a augmenté. Il y a 101 points, pareil pour T. Et donc voilà notre sinus qui se dessine déjà beaucoup mieux. Donc pour voir les différentes options possibles de plot, il suffit de faire un help plot et on va voir un petit peu toutes les possibilités en termes d'affichage. Donc on peut choisir différentes couleurs, différents styles de lignes, donc une ligne continue, très discontinue, des pointillés, un mélange, la largeur de la ligne, les marqueurs, si on veut un astérix ou des plus, des ronds, des diamants, etc. Donc il y a pas mal de possibilités pour personnaliser l'affichage.